beaucoup à tous et toutes d'être venus là cet après-midi. Merci beaucoup à Georges Sérignac de sa présence dans cette manifestation des universités populaires maçonniques en 2 temps. Donc ce premier temps de cérémonie mémorielle autour de la déportation au camp de Jude et puis tout à l'heure au centre universitaire de Montauban. Une conférence plus générique que assurera aussi Madame Dreyfus-Armand avec talent. Donc Georges, peut-être oui, alors, quelques mots très très brefs. Le premier, c'est que si c'est la première université populaire maçonnique que nous reprenons après l'interruption due au Covid, c'est donc quelque part l'idée originelle, c'est de porter les valeurs du Grand Orient en dehors des cadres habituels de nos conférences publiques, et aussi cette année plus particulièrement, puisque le thème général est, vous le savez, la dignité humaine, les dignités humaines, et nous avons donc choisi toute la problématique concernant les universités populaires autour, je dirais, des crimes contre l'humanité, des génocides, et de comment cette perversion, d'abord, est-ce vraiment une perversion? Première question. Et enfin, comment cela a-t-il pu arriver et comment faire pour que cela ne puisse plus arriver de nouveau? Donc, Dominique, qui est en charge, Dominique Balou, qui est le grand maître adjoint en charge de l'organisation des univers populaires maçonniques, a choisi, probablement par hasard, cette région pour la première de cette... Et moi je suis très heureux, et ça rejoint vraiment l'esprit de ces universités populaires, d'être ici. Pourquoi? Parce que c'est un lieu très peu connu. Et je pense qu'une des fonctions aussi de la franc-maçonnerie et du Grand Orient de France, c'est de révéler quelques traits comme ça, mal connus de notre histoire et du récit national. Donc voilà, moi je suis très très heureux que vous soyez aussi nombreux, même si c'était peut-être pas prévu, vraiment très heureux, parce que ça montre aussi l'intérêt pour ces problématiques que nous représentons, que nous avons tous, francs-maçons du Grand Orient, et peut-être accompagnateurs, mais qui sont évidemment les bienvenus. Et donc évidemment, je laisse avec très grand plaisir et énormément d'intérêt, Madame, je vous laisse la parole. Le grand espace que vous voyez devant vous, les grands prés, 50 hectares de prairies. Le 29 février 1939, il n'y avait rien, strictement rien. Mais le 28 février 1939, les autorités civiles et militaires, puisque les camps d'internement créés selon le décret de novembre 1938 dépendaient du ministère de la Défense, eh bien, les autorités donc, civiles et militaires ont décidé d'ouvrir ici, à Jude, dans cette grande prairie, à côté de l'église de la Lande, un camp pour rassembler des républicains espagnols qui venaient de franchir la frontière fin janvier et début février 1939. Donc le 28 février, il n'y a rien. Et les premiers arrivants parviennent ici sur cet espace à partir du 5 mars. Et à partir du 5 mars, ils arrivent non pas par dizaines, mais ils arrivent par milliers chaque jour, 1000 ou 1500. Et ils parviennent à la petite gare de Boredon. Au début, les autorités pensaient acheminer les républicains espagnols jusqu'à la gare de Caussade. Mais ils se sont dit que la traversée de Caussade et des villages avoisinants par des républicains marchant à pied risquait de troubler les populations et puis aussi de susciter des solidarités que les autorités peut-être jugeaient à ce moment-là intempestives. Alors pourquoi cette fond? C'est parce qu'il y avait une grande étendue, une grande prairie de 50 hectares qui appartenait à un parlementaire de Vendée et qui les a loués à l'État pour donc rassembler les républicains espagnols. Les républicains espagnols qui sont arrivés donc en janvier-février 1939, qui d'abord pour les hommes ont été rassemblés dans des camps improvisés à la hâte sur les plages du Roussillon. Les civils, eux, étant acheminés dans 77 départements de l'intérieur, femmes, enfants, personnes âgées. Mais les camps du Roussillon,
ont été trop vite surpeuplés. Le camp d'Argelès atteignait plus de 100 000 personnes, 100 000 hommes. Celui de Saint-Cyprien à côté était également surpeuplé. Donc le gouvernement a décidé de créer d'autres camps. Alors il y a eu des camps créés à proximité, au Barcarès, dans l'Aude, à Agde, dans l'Hérault, à Bram, et celui de Settefond. Mais comme dans les autres camps, c'est l'improvisation la plus totale qui domine. Donc le 28 février, il n'y a rien, et à partir du 5 mars, donc les républicains espagnols arrivent ici. Comme le camp n'est pas construit, il n'y a que quelques baraques qui sont construites le 5 mars, eh bien, ils doivent dormir à la Belle Étoile. Et ils sont dans le camp provisoire qui est ici, à côté de l'église de la Lande, ce qui leur fait passer un certain nombre de jours, et surtout de nuits, on est début mars, en hiver, à la Belle Étoile. Donc, à partir de mars, de début mars jusqu'à la mi-mars, arrivent donc à peu près plus de 16 000 réfugiés espagnols. 16 000, c'est le chiffre donné par les statistiques officielles, mais à mon avis, il est bien inférieur à la réalité. Il est bien inférieur, et cela constitue donc une petite ville qui est là, ici, à Settefond, à côté de la commune du même nom. Mais les baraques se construisent peu à peu, et donc dans ce camp provisoire de la Lande. Ensuite, 1939, c'est la période espagnole, disons, du camp. La période espagnole, et il va y avoir des sorties progressives du camp. Quelles sont-elles? Elles sont de 4 ordres. Il y a soit l'engagement militaire dans les régiments de marche de volontaires étrangers ou la Légion étrangère, soit le retour en Espagne, qui est la solution préférée des autorités françaises. Mais évidemment, pour beaucoup, c'est impossible de revenir en Espagne sans risquer sa vie ou sa liberté. C'est partir vers d'autres pays, mais cela ne sera possible que pour quelques-uns. Et puis, la solution qui va concerner le maximum de réfugiés, cela va être le travail. Soit l'embauche individuelle dans l'agriculture, dans les départements, dans le Tarn-et-Garonne et dans les départements environnants, dans les mines aussi, qui cherchent de la main-d'œuvre, puisque il y a besoin de main-d'œuvre dans les mines et dans l'industrie aussi, et puis à l'embauche collective dans les compagnies de travailleurs étrangers. Et donc le camp va se vider peu à peu en 1939, mais on reviendra plus en détail tout à l'heure sur cela. La deuxième phase du camp, en 1940, Settefond est un camp militaire qui va servir pour l'entraînement de volontaires étrangers qui s'engagent donc dans les régiments de marche de volontaires étrangers. Et ils vont s'entraîner là au début de l'année 1940 et ils vont être démobilisés après l'armistice, donc à la fin juin 40. Ils seront démobilisés là. Les Français seront rapidement démobilisés et libérés, mais les étrangers, on le verra aussi tout à l'heure, et notamment les volontaires originaires d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, qui avaient fui le nazisme, eux sont maintenus dans le camp. Par ailleurs, des aviateurs polonais s'entraînent également dans le camp de Settefond. En 1941 jusqu'en 1944, c'est une autre période qui s'ouvre, et le camp va être partagé en deux. Une partie qui dépend du ministère de l'Intérieur, où on va assigner des étrangers en surnombre dans l'économie nationale. Alors ce sont surtout des républicains espagnols ou alors des juifs étrangers venant d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne. Et l'autre partie du camp va dépendre du ministère de la production industrielle et du travail, et elle va être le lieu de cantonnement, de groupement de travailleurs étrangers créé par le gouvernement de Vichy, qui va y enrôler tous les étrangers qui n'ont pas de ressources suffisantes pour vivre. Et ça va être une exploitation de la main-d'œuvre dans différents groupes de travailleurs étrangers, dont un sera particulièrement, par décision du régime de Vichy, composé essentiellement de juifs étrangers, parce que le régime veut distinguer les Ariens des non-Ariens. Et à l'été 1942, le camp sera un lieu de déportation. À l'été 1942, il y a des rafles dans tout le département du Tarn-et-Garonne. Alors, je ne parle que du Tarn-et-Garonne, parce qu'évidemment, il y en a dans tous les départements de la zone non occupée. Et dans le Tarn-et-Garonne et le Lot, puisque le Lot n'a pas de camp,
d'internement, aux grandes dames d'ailleurs du préfet de l'époque, Loïc Petit, qui regrette que le Lot n'ait pas de camp. Eh bien, donc les Juifs étrangers raflés dans les 2 départements vont être concentrés à Ceffonds, et il va y avoir des déportations directes à partir du camp, qui vont de 300 civils, hommes, femmes et enfants, dont plus jeunes à 2 ans, qui vont être transférés à Drancy puis Auschwitz. Et quelques jours auparavant, cela aurait été 84 travailleurs étrangers du GTE 302 qui vont être aussi transférés à Drancy puis Auschwitz. Donc un endroit où beaucoup d'hommes ont vécu, souffert, travaillé, créé aussi, et qui est resté longtemps oublié, comme la plupart des camps français d'ailleurs, mais celui-là particulièrement. Bonsoir et merci de votre invitation. Donc ce soir, je vais parler de Ceffonds entre 1940 et 1942 comme lieu de départ indirect ou direct vers les camps nazis. Alors le camp de Ceffonds a été ouvert en mars 1939 et il a eu différentes fonctions. Il a été d'abord un camp d'internement pour plus de 16 000 républicains espagnols et il devient, dès le mois de mars 1940, un centre militaire réservé à l'entraînement d'engagés volontaires étrangers, essentiellement des réfugiés politiques ou raciaux. Cette même année, d'ailleurs, 800 aviateurs relevant de l'armée polonaise reconstitués en exil s'y sont également entraînés. Après la débâcle du printemps 1940, c'est dans le camp militaire de Ceffonds que sont renvoyés les soldats rescapés des régiments de marche de volontaires étrangers, en vue de leur démobilisation. C'est à cette occasion d'ailleurs que l'écrivain Arthur Koestler y effectuera un très bref séjour. Et de 1941 jusqu'à la libération de la région, en août 1944, le camp regroupe des travailleurs étrangers et des indésirables, terme devenu banal dans la presse comme dans les textes législatifs. Et la 4e mission du camp fut brève, mais ô combien dramatique. À l'été 1942, elle fut le lieu de départ vers les camps du Reich d'étrangers considérés comme juifs par les nazis et par leurs collaborateurs français. Alors, après un indispensable rappel historique, seront évoqués 2 types de déportations à partir du camp de Ceffonds. L'une indirecte, celle des républicains espagnols, enrôlés dans le camp en 1939 ou début 1940, dans des formations de prestataires militaires étrangers, les compagnies de travailleurs étrangers, et déportés à Mauthausen dès l'été 1940. De nombreux Espagnols mourront dans ce camp au régime particulièrement sévère. Les autres déportations s'effectuent à partir du camp de Ceffonds et elles se produisent à l'été 1942 et elles concernent soit des réfugiés affectés dans des groupements de travailleurs étrangers, les GTE, qui font suite au CTE sous le régime de Vichy, et elles concernent également des familles entières raflées dans le département de Tarn-et-Garonne et dans le département du Lot, puisque ce dernier département ne possède pas de camp d'internement. Ces réfugiés, désignés par le régime de Vichy comme juifs, sont transférés à Drancy et déportés quelques jours plus tard à Auschwitz. Il y aura très peu de survivants en 1945. Les autorités ont décidé de créer le camp de Ceffonds le 26 février 1939. Et les premiers réfugiés sont arrivés quelques jours plus tard dans un camp en construction. Comme tous les camps d'internement de 1939, ils dépendaient du ministère de la Défense, qui a dépêché sur place plus de 1000 hommes de troupes et déployé 50 km de barbelés. Et les réfugiés espagnols comptabilisés sont au nombre un peu plus de 16 000, mais ce nombre est certainement inférieur à la réalité. Il n'est pas inutile de rappeler que l'exode des républicains espagnols au début 1939, la retirade, est un exode massif, sans précédent alors en Europe occidentale, puisqu'il s'agit de près d'1 demi-million de personnes qui viennent chercher refuge en France. Son ampleur était imprévisible, mais sa probabilité était certaine et motivée à la fois par une guerre d'extermination
menée par les rebelles à la République, et également une guerre qui a été un terrain d'expérimentation pour les armées allemandes et les armées et italiennes. Ça a été une guerre civile européenne marquée par les premiers bombardements en Europe de populations civiles destinées donc à terroriser les populations. Et par ailleurs, les franquistes n'avaient pas seulement l'intention de vaincre militairement leurs adversaires, mais de les éliminer physiquement. Et c'est tout un pan de la société espagnole qui s'en va, qui quitte le pays pour sauver sa vie ou sa liberté. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées dans des proportions à peu près identiques à celles du pays d'origine. Paysans, ouvriers, mais également fonctionnaires, militaires, enseignants, intellectuels ou artistes. Le contexte français, qu'il est absolument nécessaire de rappeler afin de comprendre le déroulement des événements, était que la France a été longtemps une terre d'asile, notamment dans les années 20, où la France accueillait beaucoup de réfugiés et allait même chercher des travailleurs dans différents pays afin de combler les vides démographiques causés par la Première Guerre mondiale. Mais après l'arrivée de la crise économique de 1929 et une montée repérable dans tous les milieux sociaux de la xénophobie, de nouvelles législations sont édictées à partir d'avril 1938, en rupture avec celle du Front populaire, afin de contrôler et surveiller les étrangers. La mesure la plus emblématique est le décret du 12 novembre 1938, qui prévoit qu'effectivement, les étrangers qui ne peuvent trouver de pays pour les accueillir seront internés dans des centres spéciaux où ils feront l'objet d'une surveillance permanente. Ces centres spéciaux vont être utilisés à grande échelle contre les républicains espagnols en 1939. Lorsque les réfugiés espagnols arrivent suite à la conquête de la Catalogne par les franquistes, en janvier 1939, ils se pressent aux postes frontières, essentiellement ceux des Pyrénées-Orientales. Le gouvernement Daladier va ouvrir la frontière par étapes, le 28 janvier 1939 pour les civils et le 5 février pour les militaires désarmés. Quant aux civils, ils sont orientés vers 77 départements dans des centres d'hébergement prévus plus ou moins pour abriter des personnes. Les hommes d'âge militaire furent d'abord parqués dans des camps de triage près de la frontière, à Pras-des-Moy, au Arles-sur-Tech, la Tour de Carole, Bourg-Madame, Amélie-les-Bains, Saint-Laurent-de-Cerdan. Puis ces hommes sont conduits vers des camps qui sont aménagés à la hâte sur les plages du Roussillon. Mais au début, il n'y a rien sur ces plages. Sur les 2 plages d'Argelès-sur-Mer et de Saint-Cyprien, juste à côté, ce sont de simples espaces entourés de barbelés, mais où n'existe ni baraque, ni installation sanitaire, ni eau potable. Les fameux centres spéciaux prévus par le décret de novembre 1938 furent appelés alors camps de concentration, dans la continuité de ceux qui avaient été ouverts pendant la Première Guerre mondiale pour les ressortissants de puissances ennemies et pour les suspects et les prisonniers de guerre. Ce sont les réfugiés eux-mêmes qui vont construire les baraques, car rien n'a été prévu pour gérer cet exode prévisible, même si son ampleur, effectivement, n'était pas prévisible, elle. À la mi-février, ils sont 275 000 hommes à être internés. 275 000. Désireux de désengorger les camps des Pyrénées-Orientales, le gouvernement va ouvrir d'autres camps dans des départements voisins, au Vernet, dans l'Ariège, pour recevoir les anciens de l'ex-colonne d'Urruti, anarchistes, à Bram, dans l'Aude, et à Agde, dans l'Hérault, le camp des Catalans, et en mars, à Settefond, qui est prévu très rapidement pour rassembler des ouvriers qualifiés. Ensuite, ouvriront d'autres camps, en avril, à Gurs, dans les Basses-Pyrénées, pour les Basques, les aviateurs et les anciens des brigades internationales. Le fort de Collioure est d'emblée une prison. Quant au camp de Rieucros en Lozère, il est destiné aux femmes dont la surveillance était estimée nécessaire. En Algérie, des camps ouvrent également, car à la fin mars 1939, lorsque les franquistes aidés des Italiens s'emparent des villes du Sud-Est
beaucoup de républicains espagnols partent vers l'Afrique du Nord, l'Algérie essentiellement, et des camps, là aussi, s'ouvrent pour les combattants. Mais à cette fin, vous voyez les camps d'Argelès dans les premiers temps, ce sont des camps sous juridiction militaire, et c'est un véritable désastre sanitaire qui se produit dans ces camps, à cause de la promiscuité, de la construction tardive des baraques, de l'eau potable qui manque les premières semaines, des installations sanitaires inexistantes au début. Il y a de nombreuses épidémies et des décès importants. Vous voyez là un monument qui est situé près du camp d'Argelès. Le camp de Ctefons, on retrouve là la même improvisation qu'ailleurs, la même improvisation que dans les camps du Roussillon. Donc, peu de baraques étaient construites le 5 mars 1939, lorsque les premiers milliers d'Espagnols arrivent, obligeant nombre d'entre eux à dormir sans abri près de la petite église de la Lande que certains d'entre vous ont vu tout à l'heure. Alors, la construction tardive des baraques, la promiscuité due au surpeuplement, l'absence d'eau comme d'installations sanitaires font que, là aussi, comme dans les autres camps, il y a de nombreuses épidémies, notamment de fièvre typhoïde, qui provoquent, là comme ailleurs, de nombreux décès. Et un véritable désastre sanitaire qui n'a pas été repéré comme tel au début, mais aujourd'hui, on se rend compte que cela a été le cas. Le camp est par ailleurs très surveillé, avec 1 millier d'hommes de troupes, et effectivement, dans le cimetière des républicains espagnols de Ctefons, il y a 81 tombes, mais elles ne correspondent pas à la totalité des morts qui se sont produites dans le camp de Ctefons. D'autres réfugiés ont été enterrés dans d'autres communes. Voilà le cimetière espagnol de Ctefons, que nous n'avons pas eu le temps d'aller voir tout à l'heure, et qu'il faut vraiment aller voir. Il a été aménagé à l'initiative d'un ancien déporté espagnol de Mauthausen, Cesáreo Bustos, et en 1978. La phase espagnole du camp se termine début 1940, à mesure de la sortie des internés. Quelles sont les possibilités pour eux de quitter le camp ? Les retours en Espagne, mais c'est très risqué pour ceux qui ne sont pas bien informés ou qui sont poussés par les autorités du camp à repasser la frontière. Mais elles sont peu nombreuses. Les émigrations vers d'autres pays, ça concernera pour le camp de Ctefons qu'une centaine de réfugiés. Troisième possibilité de sortir du camp, les engagements militaires. Le gouvernement français ne veut pas, comme il l'a fait pour les Polonais et les Tchèques, constituer des unités régulières de l'armée. Mais la seule possibilité pour les Espagnols est de s'engager soit dans la Légion étrangère pour 5 ans, soit dans les régiments de marche de volontaires étrangers pour la durée de la guerre. Et malgré leur réticence par rapport à la Légion étrangère, certains le feront quand même, mais ils préféreront plutôt les régiments de marche de volontaires étrangers pour la durée de la guerre. Et sans compter les Espagnols qui sont embauchés individuellement par les agriculteurs de la région, qui sont recrutés par les houillères, notamment celles de Decazeville, qui viennent chercher de la main-d'œuvre dans le camp, ou par l'industrie aéronautique toulousaine, qui vient recruter dans le camp des ouvriers qualifiés, parce qu'ils sont très nombreux à avoir une qualification importante que n'ont pas toujours les ouvriers français de l'époque. Alors, les républicains espagnols, pendant la Première Guerre mondiale, vont donc connaître une très grande dispersion, sans compter ceux qui sont recrutés pour travailler dans l'agriculture ou l'industrie. Ce sont plus de 50 000 réfugiés qui sont incorporés dans les compagnies de travailleurs étrangers pour contribuer à l'organisation défensive des frontières, et tout particulièrement à la ligne Maginot. Ces compagnies de travailleurs étrangers ont été constituées dans le camp même de Ctefons, comme dans tous les autres camps français, suite à un décret d'avril 1939 qui statue sur l'utilisation massive des réfugiés et qui fixe leur obligation en les déclarant assujettis à un temps de service
pour tous les hommes de 20 à 48 ans, ils doivent donc des prestations d'une durée égale à celle du service imposé aux Français. À partir du moment où la notification leur est faite de s'incorporer dans les CTE, ils ne peuvent s'y soustraire, sauf à quitter le territoire français sans intention de retour. Et les CTE sont des formations d'environ 250 hommes chacune, dépendant de l'armée et commandées par des officiers français. Les Espagnols sont autour de 20 000 lorsque la guerre mondiale éclate et environ 55 000 en avril 1940. Et lorsque les Espagnols engagés dans certaines CTE, envoyés travailler au nord et à l'est du pays, notamment à renforcer la ligne Maginot, ils sont confrontés évidemment à l'avancée foudroyante des troupes allemandes au printemps 1940. Il y a des morts et des blessés, et les prisonniers sont nombreux, notamment dans les départements comme de la Somme, des Vosges, du Doubs, de l'Aisne, de la Meuse, sur le territoire de Belfort. Ils passent un temps plus ou moins long dans les stalags avec les soldats français, à Belfort, à Strasbourg, en Allemagne. Et ils sont ensuite sélectionnés par la Gestapo dans les stalags et transférés dans des camps du Troisième Reich. Les républicains espagnols sont considérés par les nazis comme des rouges espagnols, Rote Spanier. Ces prisonniers donc, sont les premiers déportés à partir du territoire français. Les déportations de républicains espagnols commencent donc à l'été 1940. Et c'est effectivement un engrenage fatal qui fait que ces républicains espagnols engagés dans certaines CTE vont se trouver dans la zone des opérations armées et vont être faits prisonniers et sélectionnés donc dans les stalags par la Gestapo. Alors, l'ordre vient de Berlin. Ce sont des représailles décidées donc au plus haut niveau du régime nazi contre tous les anciens combattants rouges d'Espagne. Cet ordre écrit, le seul que l'on ait pu retrouver jusqu'à présent, date du mois d'août, du 25 août 1940, mais les déportations des républicains espagnols ont commencé déjà avant. Et ce n'est pas une coïncidence de date si Ramon Serrano Suñer, ministre de l'Intérieur de Franco, effectue une visite à Berlin le 23 septembre 1940 et il rencontre les dirigeants de l'appareil policier du Reich, Himmler et Heydrich, et l'ordre écrit de déportation viendra 2 jours après, alors même donc que les déportations ont commencé. Plus de 7200 républicains espagnols sont envoyés à Mauthausen, marqués du sigle bleu, du triangle bleu des apatrides et du S de Spanier. Dans cet ensemble concentrationnaire, camp central et camp annexe comme celui de Gusen, réservé par les nazis aux ennemis irréductibles du Reich, les Espagnols sont employés à l'exploitation de carrières de granit. Compte tenu des conditions de travail extrêmement pénibles, des privations, des brimades et des châtiments en tout genre, près de 5000 Espagnols perdent la vie à Mauthausen. Alors, par rapport au camp de Sept-Fonds, j'ai pu, lorsque je préparais mon ouvrage il y a 2 ans, en identifier plus de 70. Je dois dire que maintenant, il est impossible aujourd'hui de pouvoir suivre le cheminement des prisonniers qui ont été capturés dans l'Est et le Nord de la France et de connaître les camps d'internement par lesquels ils sont passés. J'ai pu donc en trouver plus de 70, mais depuis, j'en ai trouvé quelques autres, et le nombre s'avoisine à plus de 80. Mais je suis sûre que c'est un nombre très minimum. Alors, quelques trajectoires individuelles de républicains espagnols internés à Sept-Fonds et déportés ensuite à Mauthausen via leur enrôlement dans une CTE. Joan Tarago y Balcells, qui était militant communiste, qui a combattu dans la 31e division en Espagne. Il a été interné dans le camp de Sept-Fonds. Il a été enrôlé dans la 24e CTE, fait prisonnier près d'Épinal, dans les Vosges, le 19 juin 1940, détenu dans divers stalags en Allemagne. Il arrive à Mauthausen en janvier 1941. Il sera membre de la direction du comité espagnol clandestin du camp de Mauthausen. Et il sera libéré
comme les survivants, que le 5 mai 1945. Autre trajectoire individuelle, celle de Mariano Constante Campo, également militant communiste, qui a combattu dans la 43e division en Espagne. Il a été un des plus jeunes sous-lieutenants et lieutenants de l'armée républicaine espagnole. Il est interné dans le camp de Cetfont. Il est enrôlé dans la 32e CTE. Il est fait prisonnier près de Baccarat, en Meurthe-et-Moselle, détenu dans divers stalags, et il arrive à Mauthausen en avril 1941. Il est également membre de la direction du comité espagnol clandestin du camp de Mauthausen, libéré en mai 1945. Ramiro Santisteban Castillo est tout jeune lorsqu'il est déporté. Il a 17 ans lorsqu'il est interné dans le camp du Vernet d'Ariège avec son père, Nicasio Santisteban, qui était militant socialiste. Et ils sont transférés, lui, son père et son frère Manuel, dans le camp de Cetfont en septembre 1939. Ils s'engagent dans la 101e compagnie de travailleurs étrangers et ils sont faits prisonniers près d'Amiens, détenus aussi dans divers stalags en Allemagne, arrivés tous les trois à Mauthausen le 6 août 1940 et libérés le 5 mai 1945. Le père de Ramiro Santisteban, déjà âgé, ne survivra que de quelques jours à sa libération. Ramiro Santisteban a été pendant plusieurs années le président de la FEDIP, la Fédération espagnole des déportés et internés politiques. Dernier itinéraire individuel, celui de Francisco Boix Campo, qui était photographe, très jeune, photographe pour les jeunesses socialistes unifiées, influencé notablement par le Parti communiste, et combattant photographe sur le front. Il est interné au Vernet d'Ariège lorsqu'il arrive en France, puis dans le camp de Cetfont. Il s'engage dans la 28e CTE. Il est fait prisonnier en mai 1940, détenu aussi dans divers stalags en France et en Allemagne. Il arrive à Mauthausen le 27 janvier 1941. Et sa particularité est d'avoir été affecté à un bureau d'identification des internés, où il a l'opportunité, et il prend le grand risque avec les camarades espagnols qui travaillent dans ce laboratoire, de subtiliser des photographies d'identification des internés. Il photographie également, à la demande des nazis, des cas de mort particulières, soit d'électrocution sur les barbelés du camp, soit des pendaisons, soit des exécutions. Et ils en gardent parce qu'il n'est pas tout seul, il faut tout un réseau très solidaire et nombreux pour effectuer ce type de manipulation et à la fois fabriquer des doubles, les cacher, et il photographie également, à la demande des nazis, la vie quotidienne des chefs du camp de Mauthausen. Et il a l'opportunité, comme il est dans un commando qui sort du camp pour aller travailler à l'extérieur, le commando Pochacher, une entreprise proche du camp de Mauthausen, il a l'occasion de déposer un double de ses photos auprès d'une Autrichienne qui accepte, à ses risques aussi, de les cacher, ce qui fera que Francisco Boix sera convoqué après la fin de la guerre pour témoigner devant des tribunaux militaires internationaux à Nuremberg, et il sera également convoqué pour un jugement qui sera tenu par les Américains près de Dachau en apportant les preuves des maltraitances des déportés à Mauthausen. En 1940, le camp de Cetfont est un camp militaire, comme on l'a vu très rapidement. De nombreux étrangers, dont quelques milliers de républicains espagnols, se portent volontaires au moment de la déclaration de guerre pour combattre l'Allemagne nazie et ses alliés. Donc il n'y a pas, sauf pour les Polonais et les Tchèques, de possibilité pour les Espagnols d'entrer dans une unité régulière de l'armée, mais
dans les unités réservées aux étrangers, soit la Légion étrangère, soit les RMVE. Or, parce que le gouvernement français ne souhaite pas s'aliéner l'hostilité de Franco, et il y avait eu par ailleurs des accords préalables entre la France, la Tchécoslovaquie et la Pologne pour la constitution d'armées nationales en exil si la guerre était déclarée. Et l'armée donc ne souhaite pas incorporer autrement que dans les formations réservées aux étrangers, ni les Allemands anti-nazis, ni les Italiens antifascistes, ni les républicains espagnols, ni les Juifs chassés de leur pays, qui seraient pourtant prêts à combattre Hitler pour des raisons diverses mais convergentes. Les républicains espagnols vont constituer un pourcentage important des unités de volontaires étrangers en 1940, et avec les Juifs réfugiés en France pour fuir les persécutions nazies dans leur pays, Allemagne, Autriche, Pologne, ils représentent plus des 2/3 des volontaires à part à peu près égale. Et le camp de Ctefond devient donc un camp militaire en 1940 pour l'entraînement de ces soldats étrangers. Il est également un camp d'entraînement pour l'armée polonaise reconstituée en France, et notamment l'aviation polonaise. Ce qui est tout à fait important à relever. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu connu, je dois dire. Et je l'ai un peu exhumé dans ce livre, mais il y aurait certainement encore d'autres recherches à faire, parce que les engagés volontaires étrangers sont vraiment des oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Donc des nombreux réfugiés venus d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, parmi lesquels les Juifs sont nombreux, voient dans cet engagement militaire aux côtés de la France un moyen de combattre le nazisme qui les a chassés de leur pays, et de témoigner aussi de leur reconnaissance pour le pays qui les a accueillis. Peut-être aussi l'espoir d'avoir des papiers, ce qui est le rêve de tout réfugié. Mais après l'armistice de 1940, c'est à Ctefond que doivent se rendre pour y être démobilisés les engagés volontaires étrangers. La bataille de France, même si elle a peu duré, n'a pas été une partie de plaisir, ni pour les militaires français, ni pour les engagés volontaires étrangers. Et ils sont démobilisés à Ctefond. Les soldats français seront rapidement libérés, mais les volontaires étrangers devront attendre. Alors c'est vrai que l'on voit beaucoup dans les archives du mémorial de la Shoah. On voit beaucoup de photos de jeunes volontaires juifs qui sont souriants avec l'uniforme et qui espèrent après la guerre pouvoir rester en France avec les papiers nécessaires. Mais ce sera souvent un piège qui se refermera sur eux, puisqu'ils ne seront pas forcément démobilisés et qu'ils seront de toute manière, même avec des états de service importants, comme c'est le cas là de Berek Pesselman, que vous voyez ici sur votre droite. Ça ne l'empêchera pas, lorsqu'il retournera chez lui en région parisienne, d'être déporté. Cette démobilisation qui tarde a été racontée notamment par deux anciens volontaires qui ont été Joseph Ratz, d'origine russe, et Konrad Flavian, d'origine roumaine, tous deux sous-officiers et officiers. Konrad Flavian sera d'ailleurs un des chefs de l'armée secrète sous le pseudonyme de Pierre Murat. Voilà, Berek Pesselman arrive en France en 1930. Il est démobilisé dans le camp de Ctefond, comme tous les autres volontaires étrangers. Il est rapatrié en zone occupée et il est arrêté en mai 1941 par le fameux billet vert au gymnase Japy. Il est interné dans le camp de Beaune-la-Rolande, puis de Drancy, et déporté de Compiègne vers Auschwitz par le convoi numéro 2 de 1942. À partir de 1941, le camp est double. Le camp est double et le camp de Ctefond a la particularité probablement unique d'être un camp qui est partagé et régi par deux ministères. Le ministère de l'Intérieur, où sont
où sont internés des étrangers en surnombre dans l'économie nationale et des suspects, et un camp du ministère du Travail où sont cantonnés des groupements de travailleurs étrangers, les GTE, qui font suite au CTE. C'est une création du régime de Vichy pour employer les étrangers qui sont, comme les textes le précisent, en surnombre dans l'économie nationale. Et les GTE donc, fournissent des travailleurs pour un pays où font défaut les prisonniers. Je rappelle qu'ils sont près de 2 millions, 1 800 000 prisonniers. Et pour l'occupant, qui trouve dans les GTE de la main-d'œuvre pour aller travailler en Allemagne ou pour construire le mur de l'Atlantique. Alors, plusieurs GTE sont formés au camp de Ctefons, dont les plus importants sont le 552 et le 553, composés surtout d'Espagnols. Ce dernier rassemblera de nombreux groupes du département. Et le GTE 302, réservé aux réfugiés d'autres nationalités, dont d'anciens volontaires étrangers, majoritairement juifs. La politique répressive et antisémite du régime de Vichy est d'emblée mise en place par le régime lors de son instauration. Le 10 juillet 1940, comme vous le savez, les pleins pouvoirs sont attribués au maréchal Pétain. C'est la fin de la Troisième République, l'instauration du régime dit de Vichy et de l'État français. Le régime va prendre très rapidement des mesures répressives visant les représentants de l'anti-France, accusés d'être responsables de la défaite. Et les responsables de l'anti-France désignés par le gouvernement de Vichy sont les juifs, les étrangers, les communistes, les francs-maçons et bientôt, très rapidement, les résistants de toute obédience. Et toutes ces personnes sont à exclure de la société afin de la régénérer. Et les camps sont des instruments de cette volonté de mise à l'écart. Dès la défaite française et l'occupation d'une partie du territoire, les Allemands prennent différentes dispositions à l'encontre des Juifs. Mais quelques jours plus tard, sans que les Allemands demandent quoi que ce soit au maréchal Pétain, le régime de Vichy va édicter un certain nombre de lois similaires à celles prises par les Allemands. Le premier statut des Juifs du 3 octobre 1940 fait des citoyens juifs définis sur une base raciale et non religieuse une catégorie à part, à laquelle sont interdites un certain nombre de professions. Ils sont exclus de la fonction publique et des métiers de la presse, du cinéma, du théâtre et de la radiodiffusion. Les Juifs sont exclus des professions libérales. Les Juifs français sont visés en priorité par ces dispositions. Et une autre loi du lendemain, le 4 octobre 1940, fixe le sort des Juifs étrangers, puisqu'elle prévoit leur internement sur simple décision préfectorale du fait d'être étrangers et considérés comme juifs. Le gouvernement entreprend également de réviser les naturalisations effectuées depuis la loi de 1927, et en premier lieu celle des Juifs. Le gouvernement crée en mars 1941 un commissariat général aux questions juives, confié d'abord à Xavier Vallat, maurassien convaincu et antisémite virulent, avant que d'être jugé trop modéré par les Allemands. Et il est remplacé en mai 1942 par le cadurcien Louis Darquier de Pellepoix, totalement acquis aux objectifs de l'occupant. Le premier responsable du commissariat aux questions juives va concocter le second statut des Juifs, qui est promulgué le 2 juin 1941, qui remplace le premier et qui prévoit l'internement dans un camp spécial, même si l'interné est français, des Israélites enfreignant les nouvelles règles. La définition de juif est encore plus ample. Je cite, « Et regardez comme juif celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque qui est issue d'au moins 3 grands-parents de race juive. » La qualification de juif est racialisée, sans lien avec une quelconque religion. La liste des interdictions professionnelles prévues par le décret de 1940 est allongée et des quotas sont précisés pour l'exercice des professions libérales. Dès lors, les déplacements de ceux qui sont considérés comme juifs sont strictement contrôlés
et ils sont constamment surveillés. Ceux qui sont en infraction sont emprisonnés ou internés, comme ceux qui essaient de franchir la ligne de démarcation ou de passer en Suisse ou en Espagne. Les préfets peuvent interner les juifs étrangers considérés comme indigents. À la fin de février 1941, on estime à peu près 40 000 le nombre de juifs internés en zone occupée. Dès 1941, les camps vichysois deviennent de vrais pièges pour les juifs de France, étrangers ou non. D'autant que le 25 juin 1941, l'amiral Darlan décide qu'aucun étranger de race israélite ne sera libéré des centres d'hébergement ou d'internement. Alors c'est vrai que dans les années 20 et 30, la France a vu arriver nombre de réfugiés juifs, anti-nazis également, et d'anti-nazis provenant d'Allemagne, puis d'Autriche, de Pologne, et donc de tous les pays annexés par le Reich. Et l'annexion donc de l'Autriche en 1938, puis celle de la Tchécoslovaquie, précipite effectivement le départ de nombreux juifs. Le problème, c'est qu'à partir de 1938, d'avril 1938 très précisément, le Front populaire est terminé, une autre politique est appliquée par rapport aux étrangers, et les décrets d'avril, de mai 38 et de novembre 38 proclament effectivement une surveillance accrue par rapport aux réfugiés et aux éléments indésirables qui circulent dans le pays. Le terme élément indésirable figure non seulement dans la presse, mais également dans les textes des décrets. Par ailleurs, en 1940, l'invasion de la Belgique, de la Hollande, du Luxembourg, du nord de la France et de l'Île-de-France va provoquer de nombreux reflux de réfugiés vers le sud et vers le Tarn-et-Garonne en particulier. Ceci dit, dans le Tarn-et-Garonne, selon un document de juillet 1942, les Israélites du Tarn-et-Garonne sont estimés au nombre de 569 personnes de nationalité française et de 1320 juifs étrangers. Il y est précisé que les Israélites de sexe masculin seraient 450, âgés de 18 à 45 ans. Quant aux Juifs entrés en France depuis le 5 janvier 1936, ils sont évalués à 527 personnes, dont 70 enfants de moins de 15 ans. Ce n'est donc pas une invasion que les pouvoirs publics dénoncent. Par ailleurs, à l'été 1941, le gouvernement de Vichy entend différencier les GTE ariens et non-ariens. Les Juifs étrangers doivent constituer des secteurs palestiniens dans les GTE mixtes, ou mieux former des groupes homogènes entièrement composés de Juifs, nommés GTE palestiniens, groupement de travailleurs étrangers palestiniens. Appellation qui fait référence à la Palestine, alors sous mandat britannique, mais où le régime de Vichy verrait bien aller tous les Juifs. Une circulaire du 2 janvier 1942 ordonne l'incorporation de tous les Juifs étrangers âgés de 18 à 55 ans, arrivés en France depuis le 1er janvier 1936, y compris ceux qui ont acquis la nationalité française. Donc les mesures antisémites du régime de Vichy préparent la collaboration du régime de Vichy avec l'occupant. Depuis cette fonds, en août et septembre 1942, les transferts en zone occupée se déroulent en 3 phases successives. D'abord, ce sont les hommes du GTE 302 qui partent pour Drancy dans la nuit du 23 au 24 août. Ensuite, dans la nuit du 2 au 3 septembre 1942, c'est au tour de familles entières, raflées dans les départements du Tarn-et-Garonne et du Lot. Puis en septembre, les déportations ne se font plus à partir de cette fonds, mais depuis le camp de Rivesaltes, qui est devenu le centre interrégional de rassemblement des Juifs étrangers de zones non occupées. Des interdits de cette fonds sont aussi acheminés vers les camps de Gurs, d'où ils seront également déportés.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le 16 juin 1942, René Bousquet, originaire de Montauban, secrétaire général de la police à Vichy, accepte de livrer 10 000 juifs apatrides de zone libre à l'occasion d'une rencontre avec Karl Oberg, chef suprême de l'ASS et de la police en France, et avec Helmut Knocken, directeur de la Gestapo. Le régime de Vichy se prête ainsi à la politique d'élimination des Juifs, la solution finale, telle que définie par la conférence de hauts responsables du Troisième Reich tenue à Wannsee en 1942. Le camp de Ctefond, comme les autres camps de zones non occupées, devient en 1942 le lieu de départ des étrangers considérés comme juifs par les nazis et par les collaborateurs français. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sont amenés d'abord à Drancy, très rapidement ensuite déportés vers les camps nazis de travail et de mise à mort. Dans cette partie de la France que l'on appelle parfois improprement zone libre, les rafles, les arrestations et les organisations de convois sont l'œuvre des seuls services administratifs et policiers du régime de Vichy. Pas un Allemand ne participe à l'opération de rafle et à l'organisation des convois. Parce que c'est un gouvernement de Vichy qui est désireux tout à la fois d'affirmer sa souveraineté et son zèle collaborationniste, qui donne les ordres pour satisfaire à l'engagement pris auprès des autorités d'occupation par René Bousquet. Alors 17 convois partent ainsi de zones sous juridiction française en août, septembre et octobre 1942, lors de 4 phases échelonnées sur ces 3 mois. Entre le 6 et le 12 août, plus de 1400 personnes sont déportées en 4 convois depuis les camps de Gurs, du Vernet, de Noé près de Toulouse, le Recébédou également dans la région toulousaine, Rivesaltes près de Perpignan et les Milles près de Marseille. Donc entre le 6 et le 12 août, plus de 3400 personnes. Les 23 et 24 août, les déportations concernent les travailleurs juifs étrangers des GTE. Elles se font en un seul convoi de plus de 1100 hommes, à partir notamment des camps de Gurs et de Ctefond. Du 29 août au 4 septembre, 7 convois comportant plus de 5200 déportés sont organisés depuis les camps de Nexon, Vénissieux, Nice, Gurs, Noé, Le Vernet, Rivesaltes, Les Milles, Saint-Sulpice-la-Pointe, Ctefond, Casseneuil et Montluçon. 5 convois quitteront Rivesaltes et Le Vernet en septembre et octobre, emmenant plus de 1100 personnes, soit un total de 11 009 déportés, transférés vers les camps de zone occupée pris du Troisième Reich à partir de la zone contrôlée par le régime de Vichy. Dans cette énumération abominable, l'on constate que le camp de Ctefond s'inscrit dans 2 phases précises, la 2e et la 3e. Le 23 août 1942 et dans les jours précédents, le cantonnement du GTE 302 est cerné par les forces de police. Les circonstances de départ des travailleurs étrangers du GTE 302 sont décrites par un rabbin. Je le cite, « Le mercredi 19 août 1942, 84 travailleurs étrangers faisant partie de ce groupement ont été brusquement séparés de leurs camarades, donc quelques jours avant. Je les ai trouvés dans un état lamentable. Leurs camarades qui étaient encore en liberté étaient comme fous. Tous craignaient le pire. Ils sont les hommes du GTE, les 84 hommes du GTE 302 sont conduits à la gare de Caussade. Ils sont parqués dans un seul wagon. Le rapport au préfet qui émane du commissaire chef des renseignements généraux assure au préfet que le départ des hommes s'est bien effectué, mais il ne peut s'empêcher de souligner les conditions inhumaines du transport. Et il regrette qu'effectivement, on n'ait pas utilisé plusieurs wagons pour transporter ces hommes, alors qu'on les a mis dans un seul wagon et que les autres wagons servaient pour des bagages qui, on le pense, n'étaient pas très volumineux. Le wagon est dirigé d'abord sur Toulouse, où est constitué un convoi regroupant des internés venant d'autres camps.
Il est gardé par plus de 200 policiers et gendarmes. Il gagne Lyon. On fait monter au passage d'autres travailleurs étrangers venant de toute la zone non occupée. Après un voyage qualifié de pénible par le commandant du convoi lui-même, les internés sont remis à la gendarmerie de la zone occupée, à Chalon-sur-Saône, et acheminés ensuite vers Drancy, qui est devenue la plaque tournante de la déportation des Juifs de France à partir de 1942. Ces hommes du GTE 302, en grande majorité, feront partie des convois pour Auschwitz numéro 25 et 26, mais également du 27 et du 30, partis respectivement de régions parisiennes les 28, 31 août, 2 et 9 septembre 1942. Ces convois comprendront chacun 1000 déportés. Systématiquement, les nazis organisaient des convois de 1000 déportés. Du convoi numéro 25, 929 personnes seront gazées à leur arrivée à Auschwitz. Et il ne restera en 1945 que 8 hommes, dont Jules Fensang, dont nous parlerons plus tard. Du convoi 26, 961 personnes sont immédiatement assassinées. Seuls 16 hommes et une femme seront encore vivants en 1945. Quant au convoi 27, sur 1000 déportés, 877 seront exterminés à l'arrivée et seuls 30 hommes seront encore en vie. Parmi les 42 hommes rescapés du convoi numéro 30 figure Simon Gros, dont nous parlerons tout à l'heure, du GTE 302. Le 26 août, 2 jours après le départ du premier convoi de déportation depuis Ctefond, s'effectue donc la vaste rafle des Juifs étrangers à leur domicile. Les personnes arrêtées sont conduites à Ctefond. Par chance, les enfants de la maison de Moissac sont alors absents en vacances dans la Creuse et seront épargnés. Et on surveille particulièrement ces familles. Ce sont des hommes âgés, des femmes, des enfants. La surveillance est particulièrement active dans le camp de Ctefond pour éviter les évasions ou les suicides. Quelques hommes parviennent toutefois à s'évader grâce à des complicités locales à Ctefond. Jules Fensang évoque l'évacuation d'hommes par les latrines du camp. Lui-même est invité à s'évader, mais il ne se résout pas à laisser sa femme et son fils seuls dans le camp. Le deuxième départ pour Drancy à partir de Ctefond a lieu dans la nuit du 2 au 3 septembre 1942. Ce sont 213 internés, hommes, femmes et enfants, qui sont emmenés en gare de Caussade. Un convoi plus important est formé par regroupement avec des internés provenant du Tarn et du Lot-et-Garonne. Après avoir été réunis à Châteauroux à un convoi venant de Montluçon, les déportés arrivent à Drancy le 4 septembre avec 861 prisonniers. La quasi-totalité de ces personnes partent à Auschwitz par le convoi numéro 30 du 9 septembre 1942, dont le taux de mortalité est terrifiant. 909 personnes sur 1000 sont exterminées à l'arrivée. Comble de l'infamie, ce convoi du 3 septembre emporte 10 enfants de moins de 16 ans, dont le plus jeune Henri Gros, a 2 ans, ainsi que 7 autres jeunes âgés de 16 et 17 ans. Initialement, les nazis ne souhaitent pas déporter les enfants. Théodore Dannecker, chef d'une importante section de la Gestapo à Paris, chargé de la question juive, les exclut explicitement en juin 1942. Mais il rapporte début juillet à Berlin la proposition du gouvernement français. Et il dit, je le cite, « Le président Laval a proposé, à l'occasion de la déportation des familles juives de la zone non occupée, de déporter également les enfants de moins de 16 ans. Le problème des enfants juifs restant en zone occupée ne l'intéresse pas. » Fin de citation. Le 4 juillet 1942, en effet, Pierre Laval a proposé, sous prétexte humanitaire, dit-il, de ne pas séparer les familles. Les représentants de la police française ayant à différentes reprises exprimé le désir de voir les enfants également déportés à destination du Reich, Berlin, en la personne d'Adolf Eichmann, qui est responsable de la section des affaires juives, donne son accord par téléphone le 20 juillet pour déporter les enfants. C'est ainsi que les enfants rassemblés à Ctefond après la rafle du 26 août font partie des transferts vers Drancy. Dans le reste de la zone non occupée, heureusement, les efforts inlassables des œuvres humanitaires ont toutefois permis à nombre d'enfants
d'être mis à l'abri dans des maisons appartenant aux œuvres, voire d'être exfiltrés du territoire français vers l'Espagne ou vers la Suisse. Mais les enfants arrêtés avec leurs parents dans le Tarn-et-Garonne et dans le Lot n'ont pas eu cette chance. La presque totalité des internés juifs du camp de Ctefons ont été assassinés quelques jours après leur départ du Tarn-et-Garonne. Alors, malgré tout, il y a des réactions de solidarité qui se font jour aussi dans le département. Il ne sera pas possible de les évoquer toutes, mais simplement quelques-unes. Parmi les responsables religieux, le premier à réagir a été le pasteur Marc Buchner, président de la Fédération protestante de France, qui multiplie les protestations auprès du gouvernement de Vichy, surtout après la grande rafle du Veldiv qui a eu lieu, vous le savez, le 16 juillet 1942 à l'encontre des Juifs étrangers réfugiés à Paris. Les responsables de l'Église catholique tarde un petit peu, mais l'archevêque de Toulouse, Géraud Saliège, est le premier à se faire l'écho auprès des paroissiens d'une résolution des évêques de France demandant le respect de la personne humaine auprès du régime de Vichy. Il demande que soit lue dans les paroisses de son diocèse une lettre pastorale rappelant que les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Par ailleurs, quelques jours après, l'évêque de Montauban, Pierre-Marie Théas, rédige un texte qui sera effectivement lui aussi lu dans les différentes paroisses du diocèse. Et cela témoigne d'une évolution personnelle notable de l'évêque qui était initialement attaché au maréchal. Et le prélat confirme la diffusion de son, confie la diffusion de son texte à une paroissienne, Marie-Rose Gineste, en charge du secrétariat social de l'évêché. Elle s'engage effectivement à diffuser la lettre de Monseigneur Théas dans le département, et c'est elle qui va faire connaître largement cette déclaration qui dit qu'effectivement les mesures antisémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille. Et je voudrais revenir ici sur un déporté et des justes qui ne sont pas connus, qui sont restés anonymes, mais un déporté dont l'itinéraire personnel est vraiment emblématique de cette période. Il s'agit de Baruch Fertig. Il est né en Pologne, dans un village qui s'appelle Oświęcim, en 1904. Il est obligé de quitter la ville polonaise parce que l'antisémitisme sévit beaucoup en Pologne. Sa famille, ses nombreux frères et sœurs émigrent dans différents pays. Lui-même parvient en France en 1940. Il va d'abord, venant de Belgique, il est interné à Saint-Cyprien, puis Argelès. Il sera ensuite incorporé dans le GTE 302, mais sa famille peut s'installer à Saint-Antonin. Sa femme et sa fille. Baruch Fertig fera partie des hommes du GTE 302 déportés à Drancy et Auschwitz. Mais grâce à des complicités de personnes de Saint-Antonin, sa femme et sa fille sont sauvées et sont cachées à Saint-Antonin. Et ce qui est de dramatique dans la situation de Baruch Fertig, c'est qu'il est déporté à Auschwitz, qui est le nouveau nom allemand de son village polonais, Oświęcim. Alors, quelques trajectoires individuelles de déportés. Bruno et Gisèle Kurzweil, qui sont bien connus ici à Montauban. Il y a quelques années, le musée de la Résistance à la déportation avait organisé une exposition autour des travaux d'Adèle, qui était au lycée Michelet et qui rêvait d'être styliste. Et son père Bruno était un avocat socialiste autrichien. La famille s'est réfugiée en France en 1938. Bruno a été interné dans différents camps comme ressortissant de puissance ennemie.
parce qu'on internait dans les camps ceux qui étaient considérés comme ressortissants de puissance ennemie, qu'ils soient anti-nazis ou antifascistes. La famille va se regrouper à Montauban, mais elle est assignée à résidence à Haut-Villars. La famille est raflée le 26 août 1942, et tous trois partent par le convoi numéro 30, Drancy-Auschwitz, et sont le 9 septembre 1942. Norbert Börstein, autrichien, cordonnier, il se réfugie en France en septembre 1939. Il est interné dans le camp des Milles, et puis à Cestes-Fonds, il est affecté au GTE 302 et il est transféré à Drancy le 3 septembre 1939. Et ensuite, il meurt à Auschwitz en septembre 1942. Jules Finzan, sa famille polonaise se réfugie en Belgique, puis en France, à Lizac, près de Moissac. Jules, son père Mélec et son frère Joseph sont internés à Cestes-Fonds en mars 1942. Joseph parvient à s'évader et il rejoindra les maquis en Provence. Il sera d'ailleurs un des responsables de la résistance dans cette région. Mais Jules et son père sont déportés. Alors Jules à l'opportunité, on demande dans le convoi qui l'amène vers Auschwitz, on demande à des hommes de travailler dans une forêt, au bûcheronnage. Et il accepte, et cela lui vaudra peut-être effectivement de sauver sa vie, car il n'ira ensuite, si j'ose dire, à Buchenwald, mais quelques temps après. Et il est un des 8 survivants du convoi numéro 25. Son père et sa mère sont déportés de Cestes-Fonds à Auschwitz. Mais heureusement, ses frères et sœurs plus jeunes, qui ont été confiés à la maison des enfants de Moissac, auront la vie sauve. Quant à Simon Gros, qui est le père de Henri Gros, le plus jeune déporté de Cestes-Fonds, il est chef comptable, considéré comme polonais ou apatride selon les documents, c'est très variable. Il arrive en France en mai 1940, venant de Belgique, où naît son fils Henri. Il est interné dans le camp de Saint-Cyprien, puis il rejoint sa femme et son fils à Castelferrus. Incorporé aussi dans le GTE 302, sa femme et son fils sont raflés à Castelferrus le 26 août 1942. Tous les trois sont déportés, car Simon a refusé de s'évader pour ne pas abandonner sa femme et son fils. Mais évidemment, Ella, sa femme, et Henri, son fils, sont exterminés dès leur arrivée à Auschwitz. Alors, lorsque est créé en 1998 le square Henri Gros à Cestes-Fonds, où se trouve la stèle en hommage aux déportés juifs de Cestes-Fonds, la demi-sœur de Henri avait 2 ans quand il a été déporté et assassiné. Mais Simon Gros, après la guerre, a fait le pari de la vie, s'est remarié et a eu d'autres enfants. Et une demi-sœur d'Henri a fait une sorte de lettre fictive qui est gravée sur la pierre dans le square Henri Gros de Cestes-Fonds. Et ce texte indique « Des hommes ont voulu ma mort. Ô plein de haine, ils ont cru disperser mon corps, les miens, nos cendres, verrouiller les ghettos, ne plus rien entendre. Triste vainqueur. Mais ils ont oublié, à leur tour qu'ils en pleurent, que l'on meurt bien de foi, et vivant je le suis, car l'on ne meurt vraiment que si nos noms demeurent, rayés de nos mémoires, à jamais enfouis. Et quand des hommes d'amour ont crevé l'oubli, ils ont fait plus encore, ils m'ont redonné vie. » J'évoque pour terminer quelques figures du GTE 302 qui ont été les animateurs du travail culturel dans le camp. Il se trouve que dans le GTE 302 sont présents quantité d'artistes et d'intellectuels éminents. Heinz Lewin, dit Letton, musicien renommé, un peintre de réputation internationale, Gert Wollheim, un chansonnier de la Belle Époque, Mendelssohn, pas le
pas Félix, des directeurs de théâtre, des professeurs d'université, des historiens, des archéologues, des médecins et un reporter photographe. Dans le fameux cahier du GTE, qui a été miraculeusement retrouvé sur Internet par Jean-Marc Labarta, cette fontois passionné d'histoire, apparaît le 15 mai 1942 une note de service qui émane du commandant du groupe, le capitaine Prévost. Et il dit, le 15 mai 1942, il écrit « Le chef de groupe a décidé de créer au camp de Cettefonds une université populaire. Le prestataire Grunwald Richard sera chargé, sous la direction du chef de groupe, d'organiser les détails. En dehors des cours de langue française, des conférences, des causeries pourront être organisées sur les arts, les sciences et les lettres. » Et c'est vrai que les séances de l'université populaire vont commencer en juin 1942, que les programmes sont extrêmement variés, cours de langue française et anglaise, de perfectionnement ou pour débutants, conférences avec des thématiques extrêmement variées sur la littérature allemande, les poésies grecques ou romaines, Hérodote, Juvénal, Napoléon, la pratique journalistique. Les thèmes déclinés sur plusieurs séances concernent la psychologie, l'économie politique, le cinéma, l'histoire juive, l'islam. Vous voyez la variété des thématiques abordées dans cette université populaire du camp. La séance du samedi est souvent consacrée à la récitation de textes et parfois à la musique de chambre. Là, vous avez le programme des cours de l'université populaire. La dernière séance fut celle du 14 août 1942, animée par Richard Grunwald, de nationalité allemande, professeur dans une université populaire à Berlin. 10 jours plus tard, Grunwald fait partie des 80 hommes du GTE 302 sélectionnés pour partir à Drancy, et il sera assassiné à Auschwitz-Birkenau le 9 septembre 1942. Alors, à côté, voilà la fiche, chaque interné a sa fiche individuelle qui retrace son parcours. Elles sont très éloquentes. Parfois, il y a des photographies, parfois non. Voilà celle de Richard Grunwald. À côté de l'université populaire, des spectacles sont organisés au printemps 1942 par les artistes du GTE. Des concerts sont donnés dans l'église de Cettefonds qui suscitent les plus vives félicitations des autorités civiles et militaires. Et pourquoi des spectacles? Alors, c'est un fait peu connu, mais il y a plusieurs GTE où des chercheurs, et j'en fais partie de cette équipe, ont découvert que dans plusieurs GTE, pendant une courte période, au printemps 1942, il y a eu des activités artistiques menées dans certains GTE, en Dordogne, en Corrèze, dans le Puy-de-Dôme, etc. Alors pourquoi? C'était en fait pour organiser des spectacles pour les œuvres du régime de Vichy, notamment le Secours national, et ces activités artistiques étaient encouragées par les chefs de groupe, des officiers, qui étaient souvent liés à la résistance. Et c'était aussi, pour les internés qui participaient, un moyen d'avoir un paravent pour des déplacements dans la région. Ils commençaient à prendre les premiers contacts avant le passage à la clandestinité. Si bien que des spectacles ont lieu à Montauban, à Cettefonds, à Caussade, qui sont louangés donc par les autorités civiles et militaires. Et ils se poursuivent jusqu'à la date fatidique du 24 août 1942, donc quelques semaines. Et l'un des principaux, le musicien qui a orchestré, composé les musiques pour ces spectacles, s'appelait Hans Lewin, dit Letton, qui était très connu avant-guerre. Il avait notamment fait des musiques de films pour les studios Universal, et il a fait lui aussi partie du convoi parti le 24 août 1942 de Cettefonds. Alors voilà Hans Lewin, qui est un musicien, compositeur allemand, qui compose essentiellement des opéras, des ballets, des musiques de films. Et il n'a fait que reproduire à Cettefonds pendant une courte période, le mois de juin 1942, ce qu'il avait fait professionnellement en Allemagne avant son exil. Parce qu'il a été obligé de fuir l'Allemagne nazie en 1933, s'est exilé à Prague, à Londres, puis en France.
interné lui aussi, comme des milliers d'autres, comme ressortissant de puissance ennemie, transféré à Ceffonds. Il est devenu directeur musical des représentations du GTE 302 et transféré donc à Drancy, puis Auschwitz, où il est assassiné en septembre 1942. Alors je terminerai sur ces réflexions qui sont dues à Joseph Weil. Joseph Weil qui était médecin qui était empêché par les lois de Vichy de poursuivre son métier et qui a travaillé pour l'OSE, l'organisation de secours aux enfants, qui était une organisation qui venait en aide effectivement aux enfants juifs internés. Et il a travaillé dans le camp de Gurs, dans le camp de Rivesaltes, et son action pour adoucir le sort des internés s'est doublée aussi d'une activité clandestine afin de sauver des enfants, donc en les extrayant des camps. Aussi, il a arpenté grand nombre de camps du sud de la France pour enquêter sur les conditions de vie des internés, et il a œuvré pour venir en aide à ces exclus. Et dès le lendemain de la guerre mondiale, il livre son témoignage et ses réflexions sur les camps qu'il a bien connus dans un livre au titre significatif, publié donc en 1946, qui s'appelle « Contribution à l'histoire des camps d'internement dans l'Anti-France », parce qu'il retourne contre le régime de Vichy, le stigmate qu'avait apposé le régime de Vichy sur certaines catégories de la population. Il dit c'est eux, le régime de Vichy était l'anti-France. Et je vous livre ces réflexions qui me paraissent importantes sur les camps français. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu séparer, parce qu'elles sont liées, les déportations indirectes, mais qui sont quand même originaires de Ceffonds, des républicains espagnols, et celles directes, à partir de Ceffonds, des étrangers juifs. Et il dit les relations profondes existant entre les conditions d'accueil et d'hébergement, indignes et inhumaines, réservées par les autorités de la Troisième République aux vaillants mais malchanceux défenseurs de la République sœur, et la situation indescriptible faite après une défaite honteuse aux populations juives traquées et parquées comme des fauves, devrait fournir à tous ceux qui savent réfléchir un sujet de méditation utile et impressionnant. Et il effectue effectivement un lien entre ces deux types de situations. Et il précise, non, il n'y a eu ni four crématoire, ni chambre à gaz dans les camps de France. Mais les camps de France étaient complices des camps d'extermination. Dans les camps de France, par la faim organisée, la souffrance insufflée goutte à goutte ont préparé les chairs à la mort et les âmes à la dégradation humiliante. Mais dans les camps et les prisons de France, on enchaînait les hommes libres, on asservissait des faibles et des innocents, par manque de considération des droits et de la dignité de l'homme. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous. C'est assez difficile de prononcer quelques mots de conclusion après une conférence sur un sujet qui, comme l'a dit d'ailleurs un intervenant, nous a probablement tous autant instruits qu'émus. Alors d'abord, messieurs, madame, merci. C'est un travail tout à fait essentiel que ce type de transmission d'une histoire qui est, pour l'essentiel de nos compatriotes, de plus en plus méconnue. Probablement concernant d'ailleurs ces nombreux lieux d'une histoire difficile pour notre pays, probablement d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, de nombreux lieux sont aussi méconnus d'ailleurs, même si l'histoire en elle-même l'est un peu plus. Je vais évidemment pas revenir sur tout ce qui a pu être dit, parce que je le ferai d'abord beaucoup moins bien que ce que vous nous avez expliqué, et mon propos ne voudrait pas être celui-là. Ce que je voudrais simplement, c'est dire que, en tant que grand maître du Grand Orient de France, je crois que le Grand Orient de France a un rôle aujourd'hui très important, à sa mesure, en toute humilité bien sûr, mais par rapport à l'époque que nous vivons.
j'ai entendu parler, je crois que c'est Olivier qui a parlé de falsificateur de l'histoire, en faisant évidemment référence à un des candidats éventuels pour la présidence de la République. Mais je crois que ce qui est aussi préoccupant, c'est le fait qu'il ait une véritable audience. Il est un symptôme qui peut-être ne restera-t-il qu'un symptôme, souhaitons-le tous, et faisons tout notre possible pour qu'il ne soit que cela, mais il indique l'état dans lequel aujourd'hui nous sommes, l'état du pays et l'état de toutes nos sociétés en fait, parce qu'au-delà de la France elle-même, on voit bien la progression de ce qu'on a appelé les démocraties illibérales, avec un terme un petit peu toujours pareil, la déformation du langage, mais un proto-fascisme ou un néo-fascisme qui ne dit pas encore son nom, à travers une perte démocratique très importante dans de nombreux pays. Et si aujourd'hui, moi je considère encore comme relativement indigne le procès qui peut être fait à nos gouvernants d'être non démocratiques et d'être aussi dans une dérive autoritaire, quand même, il faut que nous soyons particulièrement vigilants. Je parle de nous, les attachés à la République, profondément, et à sa composante évidemment de justice et de démocratie. Nous devons être très très vigilants parce qu'on peut voir des dérives apparaître de ci, de là, peut-être pas dans les conclusions législatives, mais au moins dans les procédés démocratiques. Et je pense que cela, entre cette importance de l'extrême droite traditionnelle ou néo-maurassienne, qui représente aujourd'hui, on va dire, à peu près 40% du corps électoral et non pas 35%, contrairement à ce qui est souvent dit, parce qu'il y en a plein d'autres, Asselineau, Dupont-Aignan, etc., qui aussi sont dans cette dérive populiste. Donc, à la fois ces 40% d'adhésion, probablement, il n'y a pas 40% de fascistes en France, mais il y a une grande méconnaissance. Et aussi les tentations des pouvoirs de se refermer un petit peu par rapport à ces nombreuses dérives. Donc je crois que ce rôle de transmission de l'histoire et de devoir de mémoire qui nous incombe doit aussi servir absolument à ce que cela ne se reproduise pas. Je crois que ces universités populaires, quand elles ont une conférencière de votre qualité, madame, et une écoute, je crois, vous craignez que l'écoute ne soit pas très attentive, je pense que vous avez vu qu'elle l'avait été, je crois qu'elles jouent leur rôle, mais au-delà, ensuite, c'est à chacun d'entre nous, et ça m'avait été dit, j'avais fait une conférence équivalente, enfin j'avais assisté à une conférence équivalente au camp d'Émile qui a été évoquée, qui est une autre histoire, mais très, très semblable quand même. Et le camp d'Émile a aussi un projet pédagogique pour empêcher que cela se reproduise, enfin essayer d'empêcher que cela se reproduise. Et un des aspects de ce projet est de dire que cela aussi appartient à chacun d'entre nous, individuellement, de réagir, de résister. Il y a une phrase de Mirabeau qui dit « Il existe quelque chose de pire que les bourreaux, ce sont les valets ». Et je crois qu'il faut avoir toujours cette phrase en tête, pour plein de raisons que je ne développerai pas ici, bien sûr, mais savoir que la résistance individuelle aux dérives qui ensuite préfigurent l'horreur, je crois qu'elle est peut-être encore plus essentielle que les grands discours de grands tribuns politiques qui, on l'a vu dans les grands drames historiques qu'a pu vivre l'humanité, n'ont jamais été très efficaces. Et je pense que là, vous avez fini sur quelques justes, et on voit l'histoire dans chacune de ces tragédies humaines. Ces quelques justes ont probablement sauvé l'humanité.
Voilà, donc je vous remercie à tous. Et à une prochaine fois. Merci.